Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance d'essence. À très bientôt, venez nous rejoindre. Voilà. Bonjour Nadejda. Bonjour Yuma. Dis-moi, ton nom, il se prononce comme ça ou il devrait se prononcer autrement? Nadejda. Ah, c'est plus joli, hein? Nadejda. Nadejda. Ah, c'est beau. Bah, écoute, je suis vraiment contente de te revoir. Ça fait quand même longtemps qu'on ne se voit pas. Ouais, c'est Et vrai. c'est vrai que c'est dans un écran, mais bon, je me concentre un petit peu sur la réalité dans l'irréel pour sentir ta présence. Ben, Mmh. c'est vrai que on a la chance, même si, voilà, c'est pas comme se voir un chair et os, comme on dit en italien, mais on a cette chance-là, en fait, de pouvoir quand même se rencontrer et se voir. Oui, c'est en même temps magnifique, puis en même temps, c'est vrai que les lettres autrefois, c'était bien aussi, hein. Oui, Les grandes lettres avec des c'était sympa, hein, avec des photos et des machins. Les gens prenaient du temps pour ça, mais bon, je ne vais pas être nostalgique à ce sujet, mais c'est vrai que de temps en temps, je m'en rappelle. ok. Tu vois, je ne sais pas si toi, tu as vécu cette époque, parce que je suis plus âgée que toi, mais quand j'étais jeune, on s'envoyait des lettres, hein. Mm, Parfois mm. des grandes lettres, hein, parfois des lettres de 15 pages, des trucs comme ça. Oui. Ouais, non, un petit peu quand j'étais, oui, à l'école, vraiment à l'école, alors il y avait encore un peu cette habitude d'avoir disons, un ami de plume auquel tu pouvais écrire. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y avait déjà des ordinateurs, les GSM arrivaient assez tôt, et à partir de là, c'est vrai que il n'y a plus de lettres en fait. C'est vite devenu de messages et puis des mails. Oui, et donc c'est ouais, c'est autre chose, quoi, mais voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir et hem et voilà, on va parler du livre parce que c'est vrai on n'a pas vraiment eu le temps aujourd'hui voilà, on est toutes les 2. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire notre causette privée. On va la faire sans doute, plus tard. Donc on est ici pour parler, de l'île de Bige. Je pense que par la même occasion, je voudrais Nadejda te proposer aussi de parler de La Voix qui danse puisque c'est vraiment, beaucoup, par, par ton énergie et ton invitation que le livre a existé, avec toi et avec David et aussi avec l'aide aussi de Pascal Goubert. Ouais. Et donc, peut-être tu veux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Moi, je pense que, bon, en tout cas, ils savent que je suis Yuma Moudra et que je publie ces vidéos pour parler des livres que j'ai publiés, mais surtout des thèmes qu'ils soulèvent, parce que je pense que les thèmes qu'ils soulèvent sont des thèmes qui sont un petit peu un défi, un petit peu, comment on appelle ça, controverse. Et ce n'est pas parce que j'ai envie d'être controverse, c'est plus parce que je pense que c'est important d'avoir le courage d'adresser des sujets qui ont apparemment maintenant des versions de pensée unique où tout le monde pense la même chose et tout le monde dit la même chose. Et si tu penses autrement, tout d'un coup, ça paraîtrait un scandale, alors qu'en fait, c'est intéressant de plonger un peu plus en profondeur dans ces thèmes. Et donc voilà, et donc je voulais inviter Nadejda à se présenter, mais aussi à me dire quel est le thème dans un des deux livres, dans les deux livres, qui t'interpelle le plus et qui te donne envie d'en parler. D'accord. Donc moi, c'est Nadejda Peretti. Et ben, je travaille depuis 10 ans maintenant dans les domaines culturels. Et donc en particulier chez Maelstrom, qui est une maison d'édition, une librairie de poésie et un organisateur d'événements culturels. Et donc ça, en fait, ça touche, disons, ces 3 volets-là. Et j'ai un peu tout fait, tout touché, en fait, pour voir aussi où je pouvais mettre mon énergie.
et je me retrouve beaucoup, en fait, dans l'organisation. En fait, l'organisation, je crois que c'est vraiment, quelque chose de très naturel chez moi et donc par exemple, enfin depuis toujours, j'ai toujours adoré organiser, je sais pas, un voyage ou voilà, des projets avec des personnes et donc au final, c'est là vraiment que je m'y trouve bien et aussi la gestion, l'organisation en fait des bénévoles et des stagiaires, hem et en particulier, donc pour, l'organisation d'événements culturels, entre autres les festivals, c'est un peu notre événement de l'année, où en fait, voilà, on a eu, la chance, de t'avoir, toi et Raji sur plusieurs années avec des chouettes, propositions et voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'est connus, c'est grâce au festival et c'est juste après que j'ai découvert que, bah, toi et Raji que vous donniez des stages, des sensoriums et je me souviens que j'ai pas pu participer tout de suite parce que, ben, ma fille était petite donc je savais pas qui pouvait la garder et c'est plutôt David en fait, mon mari, mais qui est aussi, les directeurs de Maelstrom et du coup qui m'en avait parlé, il m'avait dit: «Tu sais, moi je crois que tu vas bien aimer en fait». Et puis un jour, voilà, les choses se sont mises, j'ai pu participer et en fait, bah, je me souviens très bien, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment voilà, je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment comme, voilà, quand on est dans les bons endroits au bon moment et du coup, voilà, j'ai voulu continuer et voilà, participer à d'autres stages et d'autres retraites. Et c'est là aussi que c'est le moment où j'ai lu La Voix qui danse, donc l'édition précédente de La Voix qui danse. Et ben, j'ai adoré les livres. Et en plus aussi en sachant que c'est pas qu'une histoire, mais que c'est aussi une vraie vie qui a été vécue. Donc ça rend les livres encore plus intéressants. Et et c'est comme ça, voilà, qu'on a décidé avec toi de faire la réédition de ce livre et David a eu la très Approche un peu. chouette idée Voilà, voilà. Attends, descends un peu. Voilà, parfait. Voilà, super. et c'est David qui, voilà, pour moi, c'était un peu une première aventure aussi, tu vois, de m'occuper de l'édition d'un livre et c'est David qui a beaucoup plus d'expérience évidemment, qui a eu cette, chouette idée d'ajouter un entretien à la fin. Pour en fait, voilà, pour voir aussi tout ce qui s'est passé, après, la fin du livre, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le livre est sorti? Et qu'est-ce qui s'est passé, avec, ton travail et les réseaux que tu avais créés? Et voilà, je trouve que c'était vraiment une chouette idée parce que, voilà, avec cet entretien qu'on a eu, pendant la retraite, hem, comment on avait appelé? C'était la Je me souviens attends, plus. est-ce que c'était heu, attends, j'ai oublié comment on a appelé, c'est écrit, hein, on va trouver tout de suite. En fait, c'était l'année où c'était Raji qui a oui, non. Beh, en tout cas, c'était voilà, c'était dédié vraiment au processus de création C'était de c'était rap pas le mystère? C'était pas pendant le cycle des mystères? c'est ça, le cycle des mystères et donc voilà, 8 ans après la sortie du livre, il y a cet entretien où en fait, je te pose plusieurs questions et en fait, où tu as l'occasion de raconter aussi la rencontre avec Raji et comment cette rencontre en fait a changé aussi, enfin, a ajouté
euh, quelque chose aussi à tout l'organisation que tu avais créée avec voilà, l'université et toute la partie pédagogique en fait. Donc, Raji aussi a amené ces côtés, comme tu l'appelles, non? Ces yogas en fait du souffle. Et, et de l'autre côté, toi aussi, tu as pu retourner sur la scène avec lui. Et déjà dans ces livres, je te pose la question en fait de me parler un peu de ton roman, en fait, du roman que tu étais en train d'écrire. Qui, Ah oui, c'est voilà. vrai. C'est juste, c'est Ouais. vrai. Donc, il y a déjà une petite anticipation sur ces romans-là. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu disais, donc avant encore de lire L'île des baies, ben, j'étais intéressée par les sujets, par par la thématique en fait euh, ben, en fait de l'énergie féminine et comment, en fait, ben déjà, quelles sont les qualités de cette énergie-là et de comment cela pouvait être utile pour, ben, disons, pour créer un nouveau monde. Parce qu'au final, c'est ce qui se passe dans l'île de B, c'est ça. C'est qu'il y a un ancien monde qui est en train d'être détruit et donc il commence, il y a des graines pour un nouveau, mais comment reconstruire un peu, non? Quel est l'espoir qu'on peut donner à ces nouveaux mondes? Et c'est justement grâce à ces trois femmes, l'histoire de ces trois femmes, voilà, qu'on découvre ces qualités, de cette énergie féminine et que grâce à elle, en fait, même les choses les plus dures, plus violentes, en fait, elles peuvent être accueillies et transformées et pour au final, en fait, laisser la place à l'amour. Voilà, moi, c'est comme ça que Mmh mh. je... Et puis voilà, évidemment, il y a plein d'autres thématiques, mais ce qui, moi, vraiment me touchait, c'était ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que parmi les moments du livre que j'aime beaucoup, euh, je crois que tu l'as posté hier, quelque part. Ah oui, ah, c'est Sur marrant. cette image-là. Oui, 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 cette image, oui. Ouais, C'est l'illustration de Pierre Delvincourt, elle est très belle, celle-là. ouais. Et fais voir un petit peu, juste encore une fois, s'il te plaît, parce que je voudrais voir le petit commentaire. Monte un petit peu pour que je vois le commentaire en dessous. Elles font face au soleil, le vent qui perce la coquille. Oui, d'accord. En fait, c'est la représentation du moment où elles se retrouvent, parce au bout de plus ou moins la moitié du livre, elles commencent à communiquer. Au départ, en fait, elles ne communiquent pas trop. Je pense que Ariabi les laisse un petit peu vivre, quoi, parce elles sont quand même des rescapées et elle leur laisse beaucoup d'espace. Donc, elles n'interfèrent pas du tout, en fait, dans leur façon de s'adapter. Et je crois que c'est peut-être ça un petit peu le sujet par rapport à ce nouveau monde. Quelque part, il faut laisser les choses vivre quand même, hein. On peut contrôler une chose ou l'autre, mais à un moment donné, il y a un excès, cette dualité entre le contrôle et l'absence de contrôle est très grave, je crois, parce qu'en fait, on ne peut pas ni ne rien contrôler du tout, puisque c'est l'être humain. L'être humain a la nécessité quelque part de contrôler son environnement, il ne peut pas s'en passer, parce que ça fait partie de sa façon de survivre, en fait, quelque part. Mais il a la capacité quand même de s'adapter naturellement au monde parce qu'il a en lui-même, l'être humain, je le pense, hein, donc indépendamment de l'aspect un petit peu utopique, apparemment utopique du livre, hein, parce que le livre traite de sujets qui sont vraiment présents dans le bouddhisme tibétain particulièrement et dans des traditions mystiques en général, et qui sont représentés par des personnes qui ont vécu ces choses et qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des poèmes, j'en cite quelques-uns dans le livre, hein. Mais ce sont vraiment des êtres qui ont réellement
expérimenter eux-mêmes de vivre dans la nature ou de vivre, par exemple, sans beaucoup de nourriture ou d'éveiller la chaleur interne pour ne pas avoir besoin de chauffage. Donc, quelque part, ils vont acquérir à un moment donné une autonomie qui est tout à fait possible, qui existe, parce que l'être humain a énormément de capacités qui ne sont pas développées. Et c'est ce contrôle-là qu'on n'a pas du tout développé, en fait, en tant qu'humanité. Donc là, sans parler de la dichotomie, de la dualité entre les hommes et les femmes comme étant des représentations physiques, hein, de deux pôles de masculin-féminin du point de vue de branché, hein, comme une prise électrique. Hein, donc, il y a le masculin et le féminin toujours. Donc, l'être humain, au-delà de ça, il a en profondeur quelque chose en lui qui est sans division de ces deux. Et donc, quand il n'a aucun contrôle sur sa propre énergie intérieure et qu'il veut tout contrôler à l'extérieur, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, je crois qu'une des bonnes façons, en fait, de laisser le monde se re-émerveiller, c'est de le laisser être et de voir comment il est quand même, de l'observer avant de vouloir tout contrôler. D'ailleurs, moi, j'expérimente ça maintenant avec des choses que je ne connais pas du tout, qui sont les plantes. Bon, je les connais très peu, en fait. Hein. Comment faire pousser des plantes ou laisser les plantes être. Les paysans ici, ils sont étonnés parce que je laisse la plante pousser et faire plein de trucs. Et je leur dis, mais c'est parce que si je ne la laisse pas faire, bien sûr que j'écoute ce que vous me dites et je respecte votre expérience. Et en même temps, il faut que je connaisse son évolution naturelle. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'elle Ouais, ouais, fait quand on lui fout la paix. Tu vois. ouais, Elle ouais. fait, ouais. Et comme un enfant aussi, à un moment donné, il a besoin de transmission, mais à un moment donné, la transmission, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que les parents, ils observent l'enfant pour comprendre qu'est-ce que l'enfant il est en train de montrer, qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter. Et donc finalement, les plantes, elles sont marrantes parce que par exemple les choux, que j'ai laissé monter jusqu'à c'est presque des arbres, et en plus j'ai ensuite vraiment laissé les graines et tout, donc jusqu'à ce qu'ils soient secs et tout. Et eux, ils sont un peu étonnés que je laisse ça. Eux, ils ne laissent pas les plantes comme ça pour toujours. Et en fait, l'année d'après, donc cette année, les choux, ils poussent tout seuls en fait, parce que j'ai planté des choux. Mais en fait, les choux que je préfère, ce sont les choux ils sont nés tout seuls. Ok. Oui. Et bon, évidemment, le chou, c'est un légume qui est facile, hein. Mais c'était juste un exemple. C'est que par rapport à la nature, je crois hein, que c'est très important de vivre avec, en fait, et sa propre nature. Donc, la nature, c'est ce qu'on appelle la nature. Les arbres, on appelle ça la nature. Le cosmos, les fleuves, les rivières, les montagnes, les volcans. Donc, l'eau, la terre, le feu, le vent. Et puis le cosmos, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire l'infini, ce mystère, cette impossibilité de mettre dans une boîte quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais on le sent. Et donc, je pense que l'être humain a vraiment des capacités qu'il ignore parce qu'on ne les exploite pas vraiment, et on prend ça éventuellement pour de l'utopie, ou on prend ça pour de la religion, on prend ça pour le mysticisme. Alors qu'en réalité, je pense que c'est vraiment la véritable, c'est la véritable mission de l'être humain, en fait, de mon point de vue. Que ça fait partie ça aussi de la nature, en fait. Tout Oui, ça. et dans la... Pardon? Oui, voilà, je me dis que tout ça, c'est naturel au final aussi, tu vois? C'est naturel, mais éventuellement, comme on a énormément d'habitudes qui ne le sont pas, et à un moment donné, c'est un petit peu l'effort qui consiste à abandonner les choses inutiles, ça existe. Mais bon, il y a une habilité, là, on rentre déjà dans des trucs un peu plus techniques, mais disons que c'est possible aussi de créer une situation en soi-même qui fait qu'à un moment donné, ça sera facile de changer d'habitude. Mais il faut quand même travailler sur cette création d'une situation qui nous emmène nous-mêmes à trouver du plaisir à abandonner une habitude, que ce soit n'importe laquelle. Hein. Bah, par exemple, aujourd'hui, c'est drôle, je n'ai pas bu de café, alors que je bois du café quand même depuis quelques années. Et ça fait un moment que je me dis, il faudrait quand même que faudrait quand même que je me calme avec le café, faudrait quand même. Et puis tout d'un coup, voilà, je ne bois pas de café ce matin et c'était super. Donc, je ne me suis pas forcée, mais il fallait quand même qu'il y ait quelque chose en moi qui ait envie
de me libérer de l'esclavage de mes habitudes. Hein. Donc, par rapport à la symbologie, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, mais je pense que c'est aussi dans beaucoup de mythologies du monde entier, le féminin peut représenter, si tu veux, des aspects de la psyché, d'accord, mais dans le bouddhisme tibétain, la dakini de sagesse, qui est, elle, une représentation féminine, ne représente pas en fait la femme en soi, elle représente la nature de l'esprit de tous les êtres. Donc, elle est comme la muse ou comme un ange. Hein. Bon, sauf que dans le bouddhisme tibétain, on la représente sous une forme féminine, alors que les anges en Occident, ils sont pas très clair en fait. Pas très clair s'ils sont féminins, masculins. On dirait des garçons, mais en même temps on dirait des filles. Mais peu importe, de toute façon, ce qu'ils représentent n'est pas divisé. Donc ça représente quelque chose en nous. Et je crois que c'est ça la nature, hein, quelque chose en nous qui n'a pas le besoin en fait de contrôler, de diviser, d'opposer, parce qu'on commence à se rendre compte qu'on a un cerveau qui perçoit les choses d'une façon et l'autre côté du cerveau, il perçoit les choses d'une autre façon. Et à un moment donné, si on détend tout le système, on découvre qu'il y a une intuition qui est en fait, qui va naître de l'accueil des deux perceptions en même temps. Et donc là, c'est là que ça rejoint l'idée, si tu veux, qu'il y a un contrôle et en même temps, il n'y en a pas. Hein. C'est comme en danse. Si tu veux, quand tu danses, il faut que tu contrôles quand même l'environnement dans lequel tu danses, c'est ton corps. Donc, tous les éléments matériaux ont besoin d'un certain contrôle simplement pour rester en bonne santé, hein, et pour aussi pouvoir déployer justement ce que tu ressens d'infini dans ton être et qui va s'exprimer par la danse à l'intérieur d'une situation qui, elle, est finie. Elle a un espace et un temps prédéfinis quelque part. Donc voilà, donc je crois que dans le livre, le féminin, c'est en même temps ces trois femmes, mais c'est en même temps aussi cette dimension-là qui fait que les trois femmes dans ce livre, elles proposent au lecteur, je pense, hein, la qualité d'accueillir l'absorption de la difficulté qui est représentée par le masculin très souvent, qui serait l'agression, qui serait la guerre, qui serait le sang par les armes, hein, ou le sang par... c'est-à-dire que par exemple la femme, elle va saigner naturellement, l'homme, on va par exemple le circonciser, le faire saigner au même âge peut-être des fois. Ça dépend un peu des cultures, à quel âge on va le faire. Mais donc cette relation au sang et à la vie, à un moment donné, l'être humain peut aller, aussi bien homme que femme, hein, peut aller plus en profondeur et peut accueillir cette peur, cette défense perpétuelle. Je crois même que c'est une peur viscérale d'être faible, d'être anéanti. Hein. On peut dépasser ça et trouver une force intérieure qui, elle, n'a pas peur et qui, elle, peut alors du coup respecter la vie, suivre la vie, absorber tout ça. Et j'ai l'impression que dans ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, la dimension féminine a cette capacité de par son corps qui donne la vie, hein, de par aussi son vagin et son utérus qui accueille. Hein. Donc il y a quelque chose du point de vue physique qui fait que la femme a cette capacité à un moment donné d'accueillir toutes ces choses et de faire de toutes ces choses quelque chose de vivant, quelque chose qu'elle va aimer. Hein. Donc là, dans le livre, c'est très très fort puisque une des trois femmes est enceinte et elle est enceinte d'un enfant qui représente quelque part le fruit d'une circonstance traumatique et violente. Mais en fait, cet enfant devient de plus en plus l'enfant de l'amour pour elle, en fait. Donc, c'est ça qui est difficile, je pense. Hein, c'est comment est-ce que nous, alors là, c'est en tant que femme, c'est plus les anges, hein, parce que les anges, c'est un moyen de communiquer avec l'invisible, avec le mystère, avec quelque chose en nous qui est intuitif et que petit à petit, on lui ouvre notre porte du cœur pour que cette intuition, petit à petit, elle soit vraiment, vraiment sincère, qu'elle soit vraiment opérationnelle
je dirais même dans l'innocence presque, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a une intuition, on ne s'y attendait pas. C'est ça, hein, l'intuition. Mais en attendant ça, quand on a une femme et qu'on a ces difficultés par rapport à la difficulté que ça représente d'être une femme dans la société aujourd'hui et la difficulté que ça représente d'être un être naturel dans la société d'aujourd'hui. On a même du mal à tout simplement pouvoir se soigner comme on veut, quelque part. Même ça, ça devient difficile, manger, boire, tout ça. L'eau, est-ce que l'eau, elle est potable? Est-ce qu'elle est polluée? Toutes ces choses-là, à un moment donné, si on les traite par l'agression, parce qu'on est en colère, ça c'est compréhensible. Mais est-ce que ça va marcher comme ça? Ou est-ce que tout simplement ça va créer une destruction totale de tout le monde? Mmh. Donc, est-ce qu'on a envie, en tout cas, d'inspirer les unes aux autres et ensuite, à travers la présence des femmes, tous les autres personnes qui nous entourent, hein, de procéder autrement que en nous disputant, en nous battant, en imposant nos points de vue. Est-ce qu'on veut essayer de respecter la vie, quoi? Je voudrais juste profiter de ta présence pour avoir l'audace de dire une chose que j'ai toujours remarqué que les gens n'aiment pas qu'on dise, mais je vais quand même le faire. Je comprends hein, qu'on défende toujours le droit que la femme aurait de procéder à un avortement. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un petit peu? Est-ce que c'est vraiment le droit à l'avortement qui fait de nous des femmes libres? Je ne sais pas. C'est étrange parce que ça veut dire qu'on voudrait avoir le droit de pouvoir intervenir sur la nature même de notre corps à accueillir la vie. Donc bien sûr, chaque circonstance est différente, chaque personne a une circonstance différente. Mais du point de vue, en tout cas, de la société, est-ce qu'on parle plutôt de comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir ces enfants qui sont là dans les ventres? Est-ce qu'on peut même... moi, j'ai été enceinte plusieurs fois, hein, mais bon, j'ai un corps qui n'a pas voulu garder les enfants. Donc, de toute façon, j'avais jamais voulu, m'en débarrasser, ça n'était jamais arrivé dans des circonstances favorables, c'était jamais favorable, mais je n'aurais jamais, de toute façon, même imaginé de faire ça. Mais c'est pas un concept, c'est parce que je ne le sens pas, quoi. Je sens pas, je sais pas comment expliquer ça. Je suis tellement gaga devant les petits chats, les fleurs, les bébés, les trucs, que s'il y a un enfant qui va grandir en moi, je peux pas imaginer de faire ça. Donc je ne veux pas emmener le débat qu'on est pour ou qu'on est contre, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on pourrait aussi envisager que c'est peut-être pas ça le débat? Peut-être le débat, c'est pourquoi une femme peut pas avoir cet enfant? Pourquoi est-ce elle va être malheureuse? Pourquoi est-ce qu'elle pourra pas vivre correctement? Pourquoi est-ce qu'elle aura pas le temps de s'en occuper? Toutes ces choses. Mmh. Voilà, donc Je me souviens d'ailleurs que, voilà, ça c'est un sujet aussi de l'entretien, tu vois, qu'il y a dans La Voix qui danse. Je me souviens qu'il avait fait effectivement un peu de... Voilà, il y avait des personnes qui se sentaient un peu pas d'accord, en fait, en tout cas un peu euh, touchées par cette thématique-là, parce que c'est vrai que c'est des questions normalement qu'on ne pose pas. En fait, on ne regarde jamais la question de ces côtés-là. On regarde toujours du côté de la liberté. Est-ce que je veux faire... est-ce que j'ai la liberté de faire ce que je veux avec mon corps, etc. Mais effectivement, on ne regarde pas la question de l'autre côté, du fait que pourquoi, effectivement, une femme qui est enceinte aujourd'hui de la société, effectivement, elle est en difficulté. Donc, il n'y a pas, il y a aucun aide en fait autour d'elle pour la soutenir. Donc elle se retrouve en fait toute seule à devoir s'occuper de cet enfant. Et en plus, il y a un jugement moral aussi sur le fait qu'elle est seule. Donc effectivement, euh, c'est bien d'en parler, je trouve, d'évoquer cela aussi, parce que ça pourrait être différemment. Ça pourrait être euh, que cette femme et cet enfant soient accueillis, qu'ils soient aidés, qu'ils soient... voilà, donc
et ça fait partie aussi des choses, dans lesquelles on se imagine, disons, non, une autre humanité. Voilà, on imagine aussi que ça doit être comme ça, en fait. Écoute, moi, je ne pense pas que je veux défendre comment ça doit être personnellement, mais je pense par contre que si on parle de liberté, de pouvoir en parler devrait être une liberté déjà, et de pouvoir en parler sans que l'autre pète les plombs. Oui, c'est Personnellement, hein, ma maman a été pressionnée par sa famille pour avorter de moi déjà. Et elle n'a pas voulu, mais elle-même ne sait pas pourquoi en fait. Ensuite, elle a fait plusieurs avortements dans sa vie, dont elle a toujours parlé comme des choses abominables, mais elle l'a quand même fait 4 fois. Mhm. Dans des circonstances abominables. Donc, moi, je viens d'une famille qui connaît très bien tous ces sujets, hein, donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui n'est pas libre et je n'ai pas une pensée moraliste à ce sujet. Je me pose juste la question sur pour quelles raisons, à un moment donné, on se laisse prendre dans une attitude extrémiste, que ce soit l'extrême du patriarcat ou l'extrême de tout pour laisser que la femme peut faire ci, elle peut faire ceci, cela. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne tombe pas dans la bêtise, hein? Donc, par rapport à l'avortement, aujourd'hui, il y a d'autres phénomènes qui sont importants et que les femmes ne contemplent pas. C'est que c'est devenu un business pour les embryons, pour faire des produits avec. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas quand même. Elles le savent peut-être même pas. Et pourtant, ça se sait. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment un business. Heu, d'accord, je ah oui, savais oui, pas non c'est plus. un business à plein de points de vue, hein, mais c'est un business, hein. Donc en plus de ça, on récupère les fœtus pour faire des choses avec, comme c'est la science, quoi. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas envie, moi, de lever la controverse dans le sens où j'ai une opinion sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais par contre, j'ai une opinion sur le fait qu'on devrait avoir le courage de pénétrer dans toutes ces questions et de les contempler d'un autre point de vue que la superficie des questions. Mmh mh. Et en tant que femme aussi. Que nous, on ait ce courage-là qu'on pourrait parler de ces choses-là, parce que parfois on a peur, tu vois, par exemple, on a peur de dire qu'on a pris une injection, on ne l'a pas prise, parce que si on l'a prise, c'est bien, si on ne l'a pas prise, c'est bien, ou l'inverse, je ne sais pas, ça dépend un peu du public, tu vois. Ou ça va être parce qu'il y a des pays qui sont en guerre, donc il y en a un pays qui va envahir l'autre, c'est très bien, mais l'autre, c'est pas bien. Et à un moment donné, on tombe dans cette espèce de caricature, alors que moi, je pense que si on parle de la sagesse et justement que la femme peut absorber l'agression, on peut se demander: «Mais pourquoi l'homme viole les femmes? Pourquoi l'homme viole les femmes?» Je suis sûre que ça ne doit pas être si bien que ça. Ou peut-être il pense que c'est bien, mais parce qu'il n'a pas accès. C'est comme moi avec mon café tout le temps. À un moment donné, si je peux me passer de café, finalement, je suis très heureuse et pourtant j'aime le café, mais j'ai pas besoin du café, quoi. L'homme n'a pas besoin de violer la femme parce que peut-être que le plaisir qu'il aurait à aimer la femme sera bien, bien, bien plus merveilleux, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que si on le punit, même si on lui coupe le zizi et la tête, on lui coupe tout, on le coupe en morceaux parce qu'il a violé la femme, c'est pas OK, il y a pas de problème, mais est-ce que ça va arrêter? C'est ça ma question. Est-ce que ça va arrêter justement l'escalade? Tu vois? Cette escalade on est là-dedans maintenant. On est quand on dit que c'est polarisé, hein, on est en train d'être polarisé Mmh mh. et cette polarité entre un pôle et l'autre, hein, donc c'est l'homme et la femme, mais c'est aussi la science darwinienne et la science quantique. C'est toutes ces choses qui commencent à se polariser et tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est pas possible de rester en bonne santé, sur terre, nous, les êtres, si on va aller d'un extrême ou d'un autre extrême. Il faut trouver la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est pas une conciliation entre les deux. C'est comme un triangle, c'est la troisième valeur. Mmh. C'est cette fameuse intuition dont je parlais avec toi. Par exemple, dans les pratiques du Tummo, de la génération de la chaleur dans le bouddhisme tibétain, qui est pratiqué dans les yogas profonds, on va placer, par exemple, hein, ce qu'on appelle le féminin et le feu est plutôt justement associé au soleil en bas dans le ventre, et on va placer le masculin qui sera plutôt associé à la lune
hein, donc c'est dans l'autre sens, hein, et blanc ici au niveau du cerveau. Et tout le travail va consister à faire qu'ils puissent fonctionner ensemble au lieu de fonctionner l'un qui éteint l'autre ou l'autre qui est fait évaporer l'un, hein, si on va parler de l'eau et du feu. Donc c'est à un moment donné, parce que dans le corps entier, on peut réunir tous les extrêmes, qu'on va trouver justement l'union de toutes ces matières qui sont dans le corps pour aller au-delà. C'est-à-dire que la conscience, tout d'un coup, elle rentre dans une dimension qui va au-delà justement de toute la dichotomie du corps, hein, donc le poids, la matière, tout ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait l'alchimie avec le corps. C'est en faisant la réunion du masculin et du féminin. C'est vraiment ça. Et donc, du point de vue de la société, si nous, les femmes, on veut prendre quelque part la dimension plus profonde qui est de réunir les pôles ou de les inviter, non pas à donner des solutions, mais à trouver justement une entente. Parce que les solutions, elles viennent naturellement. C'est ce qu'on disait au début, hein, toi et moi. Il faut laisser les choses venir. Elles ne peuvent pas venir toujours de nous, qui contrôlons et qui savons. Et on a toujours le savon, pas du savon, à la police. Le savon, la police. Enfin, il faut à un moment donné laisser, et c'est parce qu'on a le courage de parler, c'est parce qu'on a le courage de lire un poème, de méditer là-dessus, de remettre en question toutes nos certitudes, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui surgit et qui en fait était beaucoup plus juste et auquel on n'avait jamais pensé. Et à propos de ça, en fait, c'est que j'ai beaucoup aimé dans les livres aussi. C'est aussi la façon de... Donc, la narration, en fait. Je trouve en fait que donc, les thématiques que les livres traitent, c'est aussi en laissant aussi de la façon dont les romans est écrit. Dans le sens que, par exemple, comme tu disais, ce n'est que à partir de la moitié du livre, en fait, que il y a une certaine action, on peut dire. Donc, en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est de laisser le temps, en fait, des choses, déjà de prendre le temps, mais aussi de laisser l'espace-temps pour que, voilà, il y a cette intuition qui surgisse. Et moi, en lisant les livres, j'ai vraiment cette impression-là, en fait. Au départ, voilà, bon, on a une introduction pour faire comprendre l'histoire, mais après, c'est vraiment... j'ai l'impression vraiment de vivre ça, tu vois, quand les trois femmes, elles sont sur l'île et en fait, elles font rien de particulier, en fait, elles sont là. Et petit à petit, il y a des choses qui se passent, mais à l'intérieur d'elles. Et, et voilà, petit à petit, il y a l'histoire qui s'est créée et ils commencent à se relationner entre elles. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant comme tu as réussi en fait à amener la thématique aussi dans la narration. Et donc, ça m'a beaucoup plu, par exemple, parce que c'est vrai que normalement, on a l'habitude aussi de lire des histoires très... Voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a plein de trucs qui se passent, il y a déjà un dessin qui... Et là, on n'a pas... on ne sait pas, en fait. On ne sait pas où on va, en fait. On doit attendre et prendre le temps. Et parfois, ça peut être un peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en même temps, voilà, c'est intéressant de pouvoir prendre aussi le temps pendant que tu lis une histoire. Oui, mais c'est ça en fait, c'est que le livre, lui, il a voulu ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, parce que je savais de quoi je voulais parler, mais en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ce dont je voulais parler, à la fin, je ne pouvais pas en parler, en fait. D'accord. Et parce que, à un moment donné, à quoi ça sert de dire quelque chose à personne, tu vois?
il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Et donc, je me suis retrouvée devant le fait que, et d'ailleurs dans le livre, hein, quand j'ai écrit, finalement, j'ai enlevé plein de choses comme toujours. J'ai utilisé mes propres techniques de danse dans le livre, hein, donc en fait, moi, je n'ai pas appris à écrire. J'ai même pas été à l'école. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans, donc je n'ai pas de formation scolastique en quoi que ce soit d'ailleurs, à part le permis de conduire. Là, j'ai vraiment été à l'école. Mais, mais j'ai appliqué les techniques que j'ai découvert avec la danse. Et à un moment donné, donc, je nettoie tout ce que j'ai écrit. Et en fait, la chose spécifiquement dont je voulais parler, je l'ai enlevée du livre, en fait. Je me suis rendu compte que le livre parlait mieux de cette chose-là en ne disant pas la chose. Mais il me fallait Tria. Et c'est qui Tria? Ben, c'est un personnage qui n'était pas prévu du tout. Elle n'avait pas vraiment de raison d'être dans ce livre, en fait. Et tout d'un coup, elle est devenue le personnage principal, en fait. Parce que c'est celle qui supporte absolument pas le paradis, elle supporte pas, de se retrouver devant elle-même. Elle ne peut plus, hem, elle ne peut plus aimer, en fait. Donc quelque part, c'est une vraie femme anti-femme et elle est tellement intelligente et tellement puissante qu'elle s'en rend compte. Donc c'est pour ça elle est devenue très intéressante, Tria. Parce qu'elle est devenue vraiment, celle qui justement, fait son retournement en fait. Les 2 autres non, les 2 autres sont telles qu'elles sont. Elles sont elles-mêmes depuis toujours, donc c'est pas trop un problème. Mais Tria non, elle doit vraiment opérer un vrai retournement profond et je pense que c'est ça, je pense que c'est ce personnage-là, donc celle qui a 50 et quelques années, elles ont toutes, les âges de Saturne, hein. Donc, c'est des cycles de Saturne, hein. Donc, la première est un cycle de Saturne, l'autre est 2 cycles de Saturne, l'autre est 3 cycles de Saturne. Et donc, elle qui est au second cycle de Saturne, elle est tellement pleine d'énergie vitale et elle est tellement intelligente en même temps qu'elle va faire un effort surhumain. C'est une héroïne, en fait. Mais elle est cette femme qui, en fait, a pris goût à tuer, elle a pris goût au meurtre parce qu'elle a été obligée, en fait, de, pour survivre et pour défendre la vie de sa fille, elle a été obligée de devenir une guerrière meurtrière. Mais tout d'un coup, elle est dans une circonstance où tout ce qu'elle sait faire n'existe plus. Mm. Elle, elle ne sert plus à rien, quelque part. Et elle n'arrive pas, au départ, hein, bien sûr, hein, elle n'arrive pas à se détendre dans un endroit où tout d'un coup, il n'y a plus d'autres cauchemars que les cauchemars qui habitent, qui hantent son esprit. Mais dans l'île elle-même, dans l'extérieur, il n'y en a plus. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut vérifier ça par nous-mêmes, hein. Quand, par exemple, on va expérimenter un stage de théâtre ou de danse dans un lieu paradisiaque où tout est magnifique, où la nourriture est merveilleuse, où les lits sont confortables, où l'eau est pure, etc. Et puis, à un moment donné, on va créer une circonstance où éventuellement, on va éveiller un petit peu la souffrance qui est en nous et on voit tout d'un coup que tout le monde va souffrir, alors qu'il n'y a aucune raison de souffrir là. Donc, c'est la preuve que les graines sont en nous-mêmes. Donc, c'est ça qui est, de mon point de vue, indispensable. Si l'être humain ne va pas chercher ce travail-là, et Jung l'avait dit, c'est pour ça aussi que je cite Jung dans ce livre, hein. Jung avait expliqué à quel point, et lui-même il s'est dédié toute sa vie à ça, à quel point c'est important pour l'être humain d'aller chercher cette propension à lui à créer des archétypes, à créer des mondes, à créer des énergies et avoir la capacité à un moment donné de s'apaiser avec ses propres énergies, avec ses propres cauchemars, avec sa propre créativité. D'accord. Je me demandais comment, ça c'est plus un détail, mais j'étais curieuse de savoir comment tu as choisi les noms de personnages. C'est sa première pensée, meilleure pensée. Sauf D'accord. sa fille c'est Raji qui lui a donné son nom. Ok. C'est comme ça, hein, c'était comme ça, hein. Et D'accord. Tria aussi, j'ai pensé Tria, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'ai raconté cette histoire dans d'autres vidéos avec d'autres personnes que toi. Donc je me répète, mais en fait, c'était très intéressant parce que je ne connais pas grand-chose à la mythologie grecque. Je connais un petit peu pour avoir
justement pour vivre avec Michel Ragi, qui lui connaît bien la mythologie grecque, et ensuite pour avoir beaucoup, je me suis beaucoup intéressée au travail de Luc Biget, qui est cité dans le livre aussi, et qui a écrit la préface. Et Luc Biget enseigne beaucoup sur la symbologie qui est dans la mythologie grecque. Moi, je suis plus experte en mythologie tibétaine, donc c'est très différent. Ouais. Et la mythologie grecque, donc j'ai commencé à voir un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ulysse, ou qu'est-ce que peut vouloir dire. Donc je me suis aussi intéressée à ma propre interprétation de, je ne sais pas, la boîte de Pandore, ou Ulysse, ou comment elle s'appelle, Pénélope, avec son tricot. Tout ça. Et alors, quand j'ai pensé Tria, je n'ai pas du tout pensé à un autre nom, mais à un moment donné, pendant que j'étais en train de laisser cette histoire se dérouler, parce qu'en fait, elle se déroule naturellement, je n'avais pas quelque chose de construit au départ. Je savais de quoi je voulais parler, je voulais parler de Yeshe Tsogyal. Et je voulais parler aussi de mon expérience par rapport à Yeshe Tsogyal. Donc ça, c'était tout. Je n'avais pas vraiment prévu que ce serait une science-fiction, que ce serait dans le futur. Ça, c'était pour donner un emballage. Il faut que, c'est ce que je dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de le lire quand même. Mhm. Et, et donc, à un moment donné, je me suis dit que Tria, après sa tentative de suicide, elle prend un autre nom. Elle retrouve son nom. Et ça, c'est un petit peu venu tout seul dans le récit. J'étais en train d'écrire quand c'est venu. Tu sais, quand tu écris, les choses, elles viennent toutes seules. Et des fois, on dirait que c'est eux qui veulent faire tout ça. C'est vrai, c'est vrai, tout d'un coup, ils veulent. Et tout d'un coup, il y avait elle avec son papa et tout ça. Et puis tout d'un coup, son papa l'appelle Démétria. Mais en fait, j'avais cherché sur Internet, Tria, en fait, c'est quoi le nom de Tria? Ça vient d'où? Tu sais, comme Ah par oui. exemple Tina, ça peut venir de Christina. Ou les surnoms, hein? Ou Mimi, ça peut venir de Myriam, ou des choses comme ça. Et, et là, je regarde sur Wikipédia, et il me donne que Tria, c'est Démétria. D'accord. Et c'est joli en plus, Démétria. Démétria. Donc, son papa, il l'appelle Démétria. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas vrai, Démétria, c'est justement la symbologie de la mère avec son enfant. Donc, tu vois, La comment les symbolique. choses, elles font leur chemin dans notre propre psyché. Ouais. C'est pas volontaire, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a une grande connaissance, une grande sagesse, une grande capacité, justement, tout ce que font nos ordinateurs et nos machines, on l'a en nous. Moi, j'y crois vraiment, hein. On a la capacité de télépathie, moi, je pense qu'on a la Justement, capacité. Dis-moi. justement, moi, je me demandais, tu vois, si tu avais choisi ces noms en fonction de sa signification, mais en fait, c'était l'inverse. Les noms est arrivé avant pour après, en fait, t'amener Ouais. à ça. Et même Ariabi aussi. Parce qu'Ariabi, je ne savais pas que le nom existe. Je l'ai inventé. Ouais. Et ça existe. Oui, il existe, oui. Donc, Et en plus, j'aimais bien parce que bee, en anglais, c'est une abeille. Arya, en sanskrit, c'est noble, d'accord. supérieur, noble, pur. Et donc, Aryabi, c'est un peu comme la reine des abeilles, quoi. Donc, j'aimais bien. Mais bi, c'est aussi être. Donc, c'est l'être qui est dans sa propre nature, Arya. Et, et voilà. Et donc là, c'est pareil. Aryabi, c'est un nom qui est venu comme ça. D'accord. C'est la Et, technique de la première pensée. mhm. Et oui, après, je me demandais aussi, mais tu as peut-être déjà eu un retour par rapport à ça. Bah voilà, parce que moi, j'ai fréquenté des stages, des retraites avec toi. Donc, du coup, évidemment, en lisant les livres, voilà, il y a plein d'images qui reviennent. Voilà, comme tu dis, tu parles à un moment de la première pensée, donc tout de suite, je peux faire les liens avec ce que j'ai étudié avec toi.
Par exemple, ces moments où les femmes se retrouvent, me fait beaucoup penser, tu vois, au rituel, entre femmes, quand on se retrouve en cercle et on discute, il y a du chant, de la danse aussi. Et je me demandais en fait, par rapport à quelqu'un qui n'a pas suivi en fait, ton enseignement, voilà, qu'est-ce qui retient de tout ça? Est-ce que tu as déjà eu des retours des gens, voilà, qui t'ont dit par exemple: «Voilà, ça je comprends pas», ou alors, tu trouves que même si quelqu'un, disons, connaît pas ton univers, il arrive à rentrer dans les livres, mais aussi, tu vois, avoir des petits flashs, et comprendre qu'en fait, derrière quelques mots, il y a effectivement un univers encore à découvrir. Parce que là, tu mets des petites graines, disons, sans vraiment expliquer, comme tu disais, tu as au final enlevé ce que tu voulais vraiment dire, mais il y a des petites graines partout. Voilà, c'est une curiosité. Est-ce que tu as eu des retours des gens voilà, qui se retrouvent pour la première fois, devant ton univers? Écoute, les retours, c'est intéressant parce que, bon, c'est un petit peu le cas aussi pour La Voix qui danse, hein. C'est-à-dire que mais L'île de Bille est beaucoup plus particulier comme livre, hein. C'est un livre très, très, moi je pense qu'il est très original, je crois. Heu, donc en fait, j'ai des personnes c'est un excuse-moi, hein, c'est un je m'embrouille un peu là, mais c c'est une histoire initiatique et donc je pense que le livre, il est initiatique parce que déjà, il m'a fait ça à moi, le Mmh. livre. Donc il y a quelque chose ici qui ne vient pas de moi, mais qui est rentré en moi, et donc le livre, c'est le résultat de cette chose qui m'arrive. Et ça n'est pas fini d'ailleurs, j'y suis encore, hein, je veux dire le livre a eu c'est comme une bombe atomique dans ma vie ce livre, tu vois? Et donc il est vraiment initiatique et donc il y a des personnes qui me donnent des retours, hein, en général des femmes et qui ont, aussi comme, comme si quelque chose de très fort les avait secouées avec ce livre ou les avait touchées ou les avait remuées ou les interpelle, donc ça oui. J'ai aussi remarqué que les gens prennent un certain temps à le lire. Donc, c'est-à-dire que des fois, ils l'ont et ils ne le lisent pas tout de suite. Et les hommes qui arrivent à le lire, ils l'adorent. Mais sinon, ils Mmh. n'y arrivent pas. Donc, j'ai carrément un bon ami avec qui j'avais vraiment proposé de faire un travail ensemble sur le livre et tout ça. Et lui, il me dit, mais excuse-moi, mais je ne peux pas, j'arrive pas. D'accord. Je reste au bout du chemin et il n'arrive pas à accompagner cette histoire, ni ces femmes, il n'arrive pas. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, mais en même temps, c'est normal parce que c'est vrai que la façon même dont il est rédigé, dont il est écrit, il invite la personne à détendre complètement, son côté purement rationnel. Parce que le livre, en même temps, est très rationnel et en même temps, il est dans la poésie. Donc je pense que, par exemple, Valérie Rouillou qui est en train de en train de chanter les poèmes et d'ailleurs je vais te la présenter parce qu'elle a accepté de Ah, chanter les poèmes du livre, dans vos événements. Elle m'a dit ça aujourd'hui. Et donc, elle m'a envoyé des enregistrements et elle chante les poèmes justement avec la technique première pensée, meilleure pensée. Mais c'est magnifique, moi j'ai pleuré, hein. Et en plus, un des poèmes dans le livre, c'est le poème de Liché de Sogal. Il y a des poèmes aussi de Michel Rager, des poèmes de moi, il y a des poèmes qui sont ou bien pris de d'autres poètes mystiques que j'ai peut-être un petit peu changé pour l'adapter au livre. Mais en général, c'est dans la note de bas de page d'où vient le poème. Et le poème, par exemple, de Yeshe Tsogyal, qui est très étrange, puisque c'est le poème où Yeshe Tsogyal, cette Tibétaine du 8e siècle, quand elle est attaquée par des hommes et qu'ils la volent, ils la violent, ils lui font tout ça, elle leur chante un chant où elle leur dit qu'ils viennent d'être initiés aux 4 ravissements. Donc elle leur parle comme s'ils avaient vécu une chose merveilleuse et qu'en fait, grâce à elle, ils ont été initiés à la merveille de transformer leur sexualité. Et eux, dans le conte, qui est une histoire pas seulement légendaire, c'est une histoire très importante dans la société tibétaine, cette histoire. Elle est fondatrice quelque part de l'identité tibétaine, cette histoire.
Et c'est très étonnant que les gens ne la connaissent pas. Et en fait, les gens ne la connaissent pas parce qu'ils n'arrivent pas à l'accepter. C'est pour ça que cette histoire n'est pas connue. C'est des contes et des poèmes qu'on trouve dans des traductions en anglais, en français. Enfin, c'est très facile à trouver, en fait. Plusieurs traductions. Donc, moi, là, j'ai pris une traduction d'une amie à moi, qui l'a faite pendant une retraite de 3 ans en Dordogne, qui est Tserine Peldrun. Et donc, j'entends Valérie qui chante ce poème, et même moi-même, tout d'un coup, j'ai entendu le poème autrement. Donc, je crois que ce livre, il a besoin de ça. Je crois qu'il a besoin, parce que ces femmes se parlent en chantant. Hein. Et d'ailleurs, une d'entre elles qui ne parle plus, elle se remet à parler par le chant, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas par la parole, elle commence par le chant, pour retrouver la parole. Elle a besoin de chanter pour retrouver la voix. Et donc, c'est la voix avec un X et la voix avec un E, les deux, de chanter. Et il y a eu des époques où les êtres humains chantaient pour communiquer. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, hein, ça a vraiment existé. Et il y a des traces de ça. Hein. Par exemple, dans la société portugaise, il existe encore des traces de s'exprimer par la poésie et le chant pour parler avec quelqu'un. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours... ça fait partie des choses que j'aimerais. J'aimerais à un moment donné, tout d'un coup, arriver et que les gens, au lieu de se parler, ils chantent. Moi, je voudrais... C'était pour ça que je voulais faire à un moment donné. J'avais cette idée du projet dont j'avais parlé avec vous, là, du souffle. En tout cas, quand Valérie chante les poèmes et qu'elle me les envoie et que j'entends les poèmes de ce livre chanter ou avec une percussion ou sans, tout d'un coup, waouh, je comprends ce livre encore mieux. Et donc, je crois que, d'ailleurs, il faudrait en faire un disque. Parce que je crois que c'est cette dimension-là dont le lecteur a besoin. Ou alors que lui-même prenne les poèmes et les chante. Ou elle-même. Et ne prend pas le livre avec cette espèce de distance, tu vois. Ce n'est pas que de l'image, il y a de l'odeur, il y a du volume, il y a de la sensation, il y a du parfum. Le livre est il est très fortement axé sur les perceptions. Donc il faut le chanter, le danser. Et alors là, on le comprend. D'accord. Ah, c'est une chouette invitation. Ouais, ouais. Ouais, ça serait chouette. Et je retourne un moment sur la voix qui danse, parce que là, la partie que j'ai plus, qui m'a plus touchée, et au final, bah, elle est très proche à l'île de B. C'est la partie en fait où tu racontes ta retraite dans la forêt, ta retraite d'un an dans la nature. Et voilà, c'est vrai qu'en y réfléchissant là maintenant, mais je fais vraiment juste maintenant les liens, ben c'est un peu, non, c'est un peu une situation d'île de B en fait. C'était dans la Ouais, forêt. Tu vois, là, il y a une maison, il n'y avait pas de maison, il n'y a pas de maison dans l'île B, mais tu vois, l'effet de se retrouver dans la nature pendant un an, sans vraiment parler avec quelqu'un. Et en dans la plus, nuit. j'étais presque tout le temps nue en plus quand il faisait beau. Donc, Je ne m'habillais plus. Mais en fait, tu as raison, mais tu as une intuition du tonnerre, toi. Tu as une intuition pas possible parce que, en fait, Ariabim est apparue là pour la première fois, en fait. Donc, la forme qu'elle a. Et c'est plus tard, quand j'ai su qu'il y avait une lama très connue qui s'appelle Lama Tultrim à Lyonnais, qui, elle, a vu la même. Donc, c'est une forme de Tara, si tu veux. Mais elle l'a vue aussi. Donc, elle l'a vue. Machik Ladrun, donc la poétesse et Grand Yogini Machik Ladrun, qui est la fondatrice de la pratique de Tchö et aussi une incarnation reconnue par le bouddhisme tibétain de Tara. Donc, et moi, j'ai vu Tara comme ça. Donc, je n'ai pas vu Tara comme dans les images. Donc, quand on pratique le bouddhisme tibétain, on a des images, des représentations. Et d'ailleurs, ce n'est pas très, très grave si on ne le voit pas exactement comme sur la représentation, parce que ce qui est important, c'est ce que ça va éveiller en nous, comment on va travailler avec soi-même. Mais en tout cas, moi, j'ai vu Tara comme ça. Donc, Ariabi, en fait, c'est la façon dont j'ai vu Tara quand j'avais 19 ans dans la forêt. Enfin, j'avais 20 ans. 20 ans.
D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un lien et puis il y a aussi un lien avec le fait que moi j'étais tout le temps nue parce que comme je n'avais pas l'eau courante, ça m'évitait de laver du vêtement. C'était plus facile. Donc en fait, dès qu'il a fait chaud, je m'habillais plus. Mmh. Mmh. Je me demandais, dans ces 3 personnages, de ces 3 femmes, heu, beh, je m'empêche pas de penser qu'il y a une partie de toi dans les 3 femmes, même si c'est peut-être pas le but, du livre, mais, heu, qu'est-ce que tu en penses de Oui, ça? oui, je pense que j'ai fait une projection, moi je pense que je me suis projetée dans Ariabi parce elle correspond pas mal à mon idéal, quelque Mmh, part. Parce ouais, que je crois beaucoup, hein, qu'à chaque époque de notre vie, c'est important de vivre l'époque de sa vie pleinement. Donc ça, j'ai toujours pratiqué ça. Quand on a 10 ans, on a 10 ans. Quand on a 20 ans, on a 20 ans. Et pour une femme aussi, surtout une femme qui a été dans le monde de l'art, de la danse, qui est reconnue comme étant jolie, qui plaît aux hommes et tout ça, il faut accompagner le fait que petit à petit on vieillit, c'est très important, et valoriser le changement, hein. Donc, par exemple, à un moment donné, les hommes ne t'appellent plus comme autrefois, ils t'appellent madame, ou même des choses amusantes comme avant, tous les hommes payaient toujours tous mes repas au restaurant et après, c'est moi qui me suis retrouvée à payer, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça. Ça, c'est rigolo. Mais parce que justement, c'est là qu'il ne faut pas trop être réactif parce qu'à un moment donné, il faut vivre quoi, les choses comme elles sont et chercher la sagesse en soi parce que sinon, on est tout le temps en train de se plaindre, comme dirait Ragi, de se plaindre ou de se vider, quoi. Et donc, pour moi, je pense qu'Ariabi, c'est ma projection de mon idéal par rapport aux femmes de sagesse et par rapport à la façon dont moi j'aimerais évoluer et j'aimerais vivre jusqu'à 86 ans de cette façon-là, si tu veux, plus ou moins. Maintenant, sa fille, je pense que c'est plus ma projection de Michel Ragi lui-même en femme. d'accord, Mais je pense que sa fille, c'est lui, en fait. Oui, OK. oui, je crois. Oui. Et d'ailleurs, elle ressemble à la fille de Michel Ragi, sa fille, physiquement, hein, dans mon imagination. Et Tria, c'était une femme qui peut-être correspond à des choses que j'ai vécues, à des choses, donc c'est un archétype que je connais, que je connais bien, qui correspond pas mal à ma mère aussi, quelque part, à certains points de vue. Mais j'ai eu en tout cas le désir de la rendre différente de moi. Donc j'ai interviewé une dentiste, qui est une dentiste tout à fait extraordinaire, qui est en Belgique, qui s'appelle Sabine du Jardin. Oui, c'est une magnifique. Et donc, je l'ai interrogée sur sa vie, sur comment elle est. Et j'ai essayé, hein, en tout cas, de la prendre elle comme une source pour créer Tria, qui est tout à fait différente, bien sûr, hein. Sabine, c'est pas une guerrière sanguinaire, c'est pas du tout. Mais la vie antérieure, si tu veux, dans le roman de Tria, quand tout allait bien, qu'elle était dentiste, c'était un peu l'idée de cette femme que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée, et qui était mon dentiste d'ailleurs. Et je me disais, dentiste, c'est tellement loin de moi, c'est tellement le métier que je ne pourrais jamais faire, par exemple, qu'il faut absolument que Tria soit une ancienne dentiste pour que je puisse avoir une personne qui soit un peu quelqu'un d'autre que moi, parce que sinon, j'ai senti que c'est difficile. Je ne suis pas romanciste. C'est pas quelque chose que j'ai pratiqué autrefois. C'est la première fois que j'essaye d'écrire un roman. Et j'aurais peut-être un peu tendance à toujours être que tous les personnages, c'est moi, tu vois. Donc j'avais envie vraiment de trouver comment. Et c'est vrai que je crois que pour que les personnages soient quelqu'un d'autre, je crois qu'il faut vraiment les rencontrer, parler avec eux, se plonger dans leur vie pour aller dans d'autres ambiances que sa propre. Mmh. Et bien sûr, on parle toujours quand même de soi-même, quoi qu'on fasse, hein. Mmh mh. Tous les auteurs ne parlent que d'eux-mêmes tout le temps, mais voilà, parfois on fait un effort pour être plus diversifié. Mm. J'ai aussi ce petit livret-là Oui, et là, c'est des poèmes. C'est une contribution à un poème
Je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des poèmes ici que tu as repris dans les livres? C'est bien Par- possible. C'est peut-être qu'il y a l'incendie. D'accord. Mais ça, je n'ai pas regardé. Je regarderai plus Ouais, tard. Mais ouais. remontre-le, peut-être dis le titre. Comme ça, si vous en avez encore et que ça intéresse les gens, ils peuvent vous le Zodiac, demander. Sophie, What is Human? Là, Ouais, c'est What un- is Human, le livre du Festival 12. Et donc, il y a des poèmes de plusieurs artistes et certains poèmes que j'ai écrits, oui. Et je pense que celui après l'incendie, c'est par amour. Je pense qu'il doit être dedans. D'accord. C'est un poème que j'avais écrit pour Monica Roncon. Ok. Parce qu'elle était très triste, elle était dans un désespoir amoureux, et donc j'ai écrit ce poème pour elle. Et donc il est resté secret pendant longtemps, puis là il est sorti, je crois qu'il est dans ce livre. Il a été écrit en portugais à l'origine, en fait. Les poèmes. Mhm. Et il y avait juste une dernière petite chose que je voulais dire, c'est que tu disais en fait que ce que tu voulais faire avec ces livres, c'était parler de Yeshe Tsogal, en fait, et ta relation avec elle. Et j'ai lu les livres sur Yeshe Tsogal il y a quelques années. Bah, je l'ai trouvé très intéressant, mais pas facile à lire. Mais c'est vrai que quand j'ai lu l'île de B, j'ai pensé à ces livres-là, aussi dans sa façon de la construction, parce qu'il y a beaucoup de poèmes, en fait, à l'intérieur du livre. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait penser à Yeshe Tsogal. Tu vois, donc du coup, c'était pas par les contenus, j'avais pas fait ces rapprochements, euh, mais par contre, dans la forme, je me suis dit, ah tiens, ça me fait vraiment penser à ces livres-là sur Yeshe Oui. Tsogal. Donc, je trouve intéressant comme tu as réussi, tu vois, soit par la forme, comme je disais, de la façon aussi d'écrire, et aussi après par les contenus, ben, de parler de ceux dont tu voulais pas parler, en fait. Oui, et c'est la tradition, hein. Elles sont intéressantes, ces traditions anciennes, parce qu'en fait, ça vient des bardes. Ces histoires ont vécu à travers les siècles par des bardes, pas par des livres. Les gens ne lisaient pas. Ensuite, dans les monastères, ils les ont retranscrits à la main. Et ensuite, les Tibétains, ils ont inventé assez, d'ailleurs peut-être même avant l'Europe, hein, ils imprimaient. Euh, mais très souvent, c'était à la main quand même de recopier. Mais à l'origine, ce sont les bardes qui racontent toutes les histoires qu'on a de tous les personnages principaux de l'histoire du monde himalayen, en tout cas, de l'Himalaya, mais aussi l'Inde et l'Ouzbékistan, enfin tous ces pays merveilleux, même la Perse aussi, hein. C'est la tradition orale, et cette tradition orale, elle était aussi très vivante au Portugal avant. Il y a 30 ans, c'était encore très vivant au Portugal. Et les gens étaient beaucoup plus dans la transmission orale et dans la mémoire aussi orale, c'est-à-dire qu'il y avait une capacité de mémoire qu'on n'a plus maintenant. On pouvait entendre quelque chose et s'en souvenir beaucoup plus que maintenant. Et donc, dans le livre, comme pour moi, c'était très important que leur communication soit faite à travers des chants et des poèmes. C'est sans doute pour ça que tu as ressenti ça, je crois. Parce que moi, j'ai essayé de les imaginer en train de chanter l'une à l'autre, quoi. Il n'y a que Tria qui ne chante pas, d'ailleurs. Et Tria ne danse qu'en secret. Elle danse jamais devant les autres. Mais elle écrit, par contre. Elle écrit et elle sculpte aussi. Et elle peint. C'est vrai. Autour Ben voilà. On en est à 1h17. Je pense qu'il D'accord. faut que tu partes. Tu m'avais dit que tu avais un rendez-vous, non? Ouais, ouais, C'est juste? ouais. Mais peut-être qu'avant de partir, parce que j'ai un peu regardé les autres vidéos que tu avais fait, et l'idée c'était aussi de prendre un extrait au Ah hasard. oui, oui, oui. Donc j'aimerais bien choisir un petit extrait au hasard. Donc c'est page 94 et c'est les chapitres de les ravissements.
Sans limite, la plénitude. Libre, accompli, vide. Être moi, sereine. Quelqu'un qui n'est personne et qui pourtant ressent tout. Donc c'est en italique. Donc je me souviens plus si c'est un chant ou un poème à ce moment-là. Page 94? 94, ouais. Oui, 94, oui. Oui, en fait, c'est l'histoire de Ariabi quand elle était seule sur l'île avant, quand elle a atteint l'éveil. Donc, c'est-à-dire qu'Ariabi, quand elle arrive sur cette montagne, c'est la montagne qui existe au Portugal, hein, la Serra da Estrela. Et quand elle arrive là-bas, elle va vivre là-bas et ça va devenir une île parce que l'océan monte. Et ensuite, avec la grande calamité, il y a un balayage très intense, très important. Et en fait, elle va atteindre l'éveil en même temps que la catastrophe a lieu. C'est un peu comme dans les films de Costa Rica où il fait l'amour, il a plus d'orgasmes parce qu'il y a des bombes qui tombent. T'as pas vu ce film? C'est un film de Costa Rica, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Chat blanc, chat noir. Ah, Peut-être c'est ok. Chat blanc, chat noir, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc c'est cette espèce de folie comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose de réel là-dedans. C'est que l'énergie, en fait, la façon dont tu gères l'énergie, ça peut arriver que quelque chose de très dramatique arrive et qu'en fait, ça devienne l'objet d'un éveil en soi. C'est possible, ça peut arriver, hein. Et donc, elle est sur son île, elle fait sa vie depuis longtemps toute seule, et puis elle pratique, et puis elle va atteindre l'éveil à ce moment-là. Et ce chapitre traite de ce moment-là de sa vie. D'accord. Et là, c'est aussi là qu'elle explique de comment elle arrive à nourrir en fait la végétation qui est aussi autour d'elle, qui est sur l'île avec son propre énergie. Oui, en fait, c'est inspiré de la pratique de Tse, donc qui existe vraiment, et il y a beaucoup de gens qui pratiquent la pratique de Tse même maintenant. Et donc la pratique de Tse, c'est une pratique dans laquelle on se concentre vraiment profondément, avec des chants et des danses aussi d'ailleurs, et on offre son corps. Donc on va mettre son corps en offrande, on va littéralement en fait dépecer son corps et faire avec le crâne une casserole. Et on va le cuire. Et en fait, en cuisant des éléments du corps qui normalement doivent être bien visualisés avec tous les détails, une fois qu'on a cuit tout ça, ça devient de la lumière en fait. Ça devient de la lumière. Donc la matière qui était là, qui était du sang et du pu et toutes les choses qui sont dans le corps qui sont un petit peu effrayantes. Un mélange aussi parce qu'il y a dans les intestins, il y a des fesses, donc il y a tout ce qu'on estime qui nous fait peur, hein. Et en fait, dans la pratique, on appelle tous les êtres et les démons, et on appelle particulièrement aussi les esprits négatifs avec lesquels on a des dettes. On a contracté des dettes. Donc toutes les difficultés, toutes les maladies, toutes les horreurs, on les convoque à ce festin. On dit n'hésitez pas, venez, 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 venez. Et ils arrivent. Et alors on leur donne ce festin. Et dans ce festin, cette lumière devient comme, elle part comme ça de cette casserole qui était le crâne. Et puis toujours dans les pratiques, il n'y a pas de taille, hein. Donc c'est-à-dire que ce qui est petit peut être énorme, ce qui est énorme peut être petit. C'est un entraînement de l'esprit, hein. Et donc à ce moment-là, ils viennent tous manger. Et du coup, finalement, ils sont très contents. Et du coup, ils deviennent eux-mêmes ravis. Et donc, c'est comme ça qu'un démon arrête d'être un démon, en fait. Et ces pratiques sont connues. Normalement, elles sont pratiquées traditionnellement par des gens qui renoncent presque à tout, en fait, qui vivent dans la pauvreté et qui sont itinérants. Parce que ça fait vraiment partie de la vie du yogi, souvent d'être itinérant pour ne pas être pris par l'orgueil, que tout le monde trouve qu'il est merveilleux, ou par le désir d'en faire fortune de son pouvoir, parce que ça fait développer des pouvoirs magiques. Et donc, toujours la discipline, c'est d'éviter de devenir célèbre, d'éviter de devenir riche. C'est l'inverse de ce qu'on fait maintenant. Et en fait, on appelle les pratiquants du Tse dans les endroits où il y a des épidémies. D'abord parce qu'eux, ils traitent les morts que les autres n'ont pas le courage de toucher. Donc, eux, par exemple, ils vont pratiquer là où il y a la mort, là où il y a la maladie. Mais en plus, c'est connu, en tout cas dans la tradition, que les épidémies s'arrêtent grâce aux pratiquants de Tse.
Mmh. C'est-à-dire que quand ils pratiquent le Tshö, l'épidémie s'arrête. Et la lama Tsultri Malionné, elle a développé toute une technologie qui est comme basée sur la psychologie moderne et bouddhiste et la pratique du Tshö originel pour en faire une méthodologie qu'on appelle nourrir les démons. Et donc, moi, dans mon île ici, Ariabi, elle en a fait carrément une transformation des sources même de la nourriture de tous les êtres. C'est-à-dire que tous les êtres sont nourris en fait par l'être humain qui fait offrande. Mm. D'accord. Ouais, c'est très fascinant. Voilà, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nadejda. C'est tellement agréable d'être avec toi. Oh, merci. Et ça fait vraiment très longtemps. Quand tu m'as dit l'autre jour, tu m'as dit, ça fait 3 ans. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que, voilà, que vous êtes partis, tu vois, et c'était hier, en fait. Et ben voilà, ce qui s'est passé ces années a fait que on a eu le temps, il s'est bon, on sait qu'il est pas linéaire, mais c'est vrai que là, on en a vraiment la preuve que voilà, on sait plus combien de temps s'est passé. Hem, c'est drôle. Écoute, Nadejda, il faudra qu'on remette ça sans public. Ouais, Moi, j'ai envie, depuis que je t'ai vu tout à l'heure, qu'à un moment donné, on se fasse un Zoom avec à manger, à boire, peut-être avec ouais, David, aussi quand Raji sera là avec Raji. belle. Enfin, en tout cas, on va y penser. Et en tout cas, je t'embrasse. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Merci à toi aussi. Oui. Et on va reparler aussi pour chanter les poèmes avec la contribution de Valérie, qui est ravie de faire ça. Et moi, je suis ravie qu'elle le fasse. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Bisous. Au revoir.